le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h. Deuxième sortie pour cette semaine. En direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour la présentation. Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Journal François et Smith Jean-Julien. Rubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. En Tunisie, le Parlement reste suspendu. Le Parlement restera suspendu un an de plus jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. Déclaration du président Kais Saïed. 5 mois après s'être octroyé les pleins pouvoirs. Les législatives sont fixées au 17 décembre 2022. Voici un reportage signé TV5 Monde. Dans 3 jours, la Tunisie célébrera le 11e anniversaire de la révolte qui a renversé la dictature de Ben Ali. C'est le moment qu'a choisi Kais Saïed pour décliner une série de mesures qui assoient encore davantage son pouvoir. Premièrement, le Parlement reste suspendu ou gelé jusqu'à la date de l'organisation de nouvelles élections. Si Dieu le veut, conformément à la nouvelle loi électorale, le 17 décembre 2022. Cela fait 4 mois et demi, depuis fin juillet, que le président tunisien a suspendu le Parlement, qui était dominé par sa bête noire, le parti d'inspiration islamiste Ennahda. Et il le restera donc encore une année. Une décision nécessaire selon le parti Courant Populaire, qui soutient la ligne de Kais Saïed depuis son coup de force de l'été dernier. Ces mesures constituent une étape positive, importante et solide. C'est ce que nous demandions pour nous débarrasser du système précédent qui a fait souffrir le peuple tunisien ces dernières années. Mais nous avons également besoin en urgence de mesures économiques et sociales. Rien sur ce front-là, en effet. L'allocution présidentielle suscite d'ailleurs des réactions mitigées dans la rue. Car les Tunisiens attendent toujours des mesures fortes contre la corruption, la cherté de la vie, le chômage. Lundi soir, l'homme fort de Carthage s'est borné à détailler plusieurs échéances politiques pour 2022. Une consultation populaire et électronique de janvier à mars. Un référendum constitutionnel pour le 25 juillet. Et des législatives donc, fin 2022. Une feuille de route par laquelle, selon l'opposition, Kais Saïed ne cherche qu'à prolonger son monopole du pouvoir. Aujourd'hui, Kais Saïed a prouvé qu'il coupait tous les ponts, pas seulement avec ses opposants, mais aussi avec le grand syndicat, l'UGTT, qui appelle depuis longtemps au dialogue. Aujourd'hui, Kais Saïed a joué sa partition politique, pour lui-même et personne d'autre, à la sauce hollywoodienne. Un discours qui ne risque pas, en tout cas, d'apaiser la tension dans le pays. Aux États-Unis, l'ancien chef de cabinet de Donald Trump est en voie d'être inculpé par la justice pour entrave à l'enquête sur l'assaut du Capitole. Mark Meadows refuse de témoigner et d'expliquer les milliers de pages de documents officiels, courriers et SMS qu'il a fournis aux enquêteurs. Voici un reportage signé Euronews. L'ancien chef de cabinet de Donald Trump, Mark Meadows, est en voie d'être poursuivi en justice pour avoir refusé de témoigner auprès de la commission d'enquête sur l'assaut du Capitole. C'est ce qu'a voté la commission parlementaire au ministère de la Justice d'en décider. La pression monte donc encore dans l'entourage de l'ancien président des États-Unis. Le mois dernier, le ministère de la Justice a déjà inculpé pour outrage Steve Bannon, allié de longue date de Donald Trump, qui lui aussi refuse de coopérer à cette enquête. Selon les documents obtenus par la commission, un courriel de Mark Meadows, daté du 5 janvier, indiquait que la garde nationale était en attente pour protéger les personnes pro-Trump. L'ancien chef de cabinet a refusé d'expliquer ce qu'il voulait dire. Or, cette question est d'un grand intérêt pour les enquêteurs du Congrès qui cherchent à savoir si Donald Trump a joué un rôle dans le long délai qui s'est écoulé entre l'appel à l'aide de la police du Capitole et l'arrivée de la garde nationale 3 heures plus tard dans un Capitole alors envahi par des émeutiers pro-Trump.
Les Libyens sont dans l'incertitude à l'approche des élections, à quelques jours du scrutin. Certains redoutent que l'élection remarque le retour des violences. Voici un reportage signé Africa News. À quelques jours du scrutin national du 24 décembre, certains Libyens redoutent les élections. Au lieu d'être l'élément unificateur du pays, elles pourraient, selon eux, marquer le retour des violences et des conflits. En grande partie à cause de l'absence d'un candidat rassembleur. Je ne suis pas très optimiste, car les perspectives sont difficiles. Il y a des différences entre les gens sur les principaux candidats, d'une personne à l'autre et d'un endroit à l'autre. Et tout le monde n'acceptera pas cette situation. On ne sait pas encore comment les élections vont se dérouler, mais si elles réussissent, on veut que le gouvernement prépare quelque chose et aide au transfert pacifique du pouvoir et établisse la Constitution. C'est considéré comme la chose la plus importante parce que les élections n'auraient pas dû avoir lieu sans Constitution. Des élections scrutées par l'étranger, en particulier par les Nations Unies. On est inquiet et on redoute le report des élections parce qu'on n'a aucune envie que les mêmes visages que l'on voit maintenant soient au premier plan. On veut un nouveau gouvernement, un président, un nouveau parlement élu, une constitution et aller de l'avant. On en a assez de tourner en rond au même endroit pendant 10 ans. On a espoir que les élections mettent fin au chaos qui a lieu dans le pays et à cet état de rupture et de division par lequel il est passé. En tant que Libyens, on garde espoir dans ces élections qui peuvent mettre fin aux 10 années difficiles que l'État a traversées. Pour certains, un doute persiste à savoir si les perdants reconnaîtront leur défaite. New York, géant urbain entouré par les eaux et menacé par le dérèglement climatique, se protège derrière un gigantesque mur anti-inondation, espérant éviter les catastrophes des 10 dernières années. Voici un reportage signé France 24. New York, mégalopole de 8,5 millions d'habitants, aujourd'hui menacée par les eaux. Avec sa géographie si particulière, la Grosse Pomme est encadrée par l'océan Atlantique, l'East River et l'Hudson River. Alors, avec les tempêtes qui se multiplient ces dernières années, le risque de submersion est grand. L'ouragan Sandy en 2012, mais aussi les tempêtes Ida et Henri cet été, ont ravagé des quartiers entiers de Manhattan et provoqué une réelle prise de conscience. Sandy a été le premier événement catastrophique qui a galvanisé une grande partie de notre approche du changement climatique. Et aujourd'hui, vous voyez le fruit de cette réflexion, qui sont tous ces projets très conséquents pour protéger les New-Yorkais. L'un de ces projets prévoit la surélévation des espaces verts sur 4 des 819 km de littoral new-yorkais et la construction de murs anti-inondation et de digues adaptables selon la force des tempêtes. Nous avons installé des pylônes comme fondation profonde, puis nous avons installé les parois de métal qui formeront un mur de séparation souterrain pour nous protéger des inondations. Et puis nous formons la fondation que vous pouvez voir. Et comme vous voyez dans la dernière section, nous coulons le béton, ce qui nous donnera un mur similaire à ce que vous voyez derrière moi. La construction du mur devrait s'achever à l'horizon 2026, alors que les dernières projections des experts climatiques estiment que le niveau de l'eau devrait monter de 20 à 75 cm d'ici 2050. Nous resterons toujours aux États-Unis dans cette page internationale. Les tornades ont dévasté le centre-sud des États-Unis la nuit du 10 au 11 décembre, faisant au moins 94 morts. Des dizaines de disparus et d'importants dégâts sont à déplorer. 6 personnes sont mortes dans un dépôt appartenant à Amazon à Edwardsville, dans des conditions qui suscitent l'indignation de plusieurs associations. Le géant du commerce en ligne est accusé de ne pas protéger suffisamment ses employés. Retour sur cette polémique avec le correspondant de la RT, Thomas Bonnet à Washington. Il va donc décrypter la situation. Après les violentes tornades qui ont frappé les États-Unis ce week-end, l'heure est désormais aux questions, notamment autour d'un entrepôt qui appartient à Amazon et qui est situé dans l'État de l'Illinois, où 6 personnes sont décédées. Assez vite, finalement, il y a eu des interrogations sur les conditions à l'intérieur du bâtiment. Écoutez. Quand vous avez parlé à Amazon, vous ont-ils parlé du fait qu'ils ont conduit les employés dans un endroit sûr ? Y avait-il un endroit où ils pouvaient s'abriter ?
Nous n'avons pas parlé spécifiquement du mouvement des employés. Mais comme je l'ai dit, je les ai implorés de soutenir cette communauté et ils ont proposé de le faire. Et depuis, il y a des témoignages qui jettent le trouble sur le rôle et l'attitude des dirigeants de cet entrepôt et la façon avec laquelle ils ont géré les événements. Par exemple, l'une des conjointes d'une des 6 victimes de cet entrepôt affirme que son conjoint, justement, n'a pas été autorisé à quitter les lieux. Autre interrogation, elle concerne la politique d'Amazon qui consiste à interdire l'usage du téléphone portable sur le lieu de travail. C'est une mesure qui est aujourd'hui contestée parce que c'est avec le téléphone portable que les salariés sont en mesure de recevoir les alertes d'urgence, comme par exemple un avertissement avant le passage d'une tornade. Alors Amazon répond en affirmant que les salariés de cet entrepôt... Et voilà, c'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce aujourd'hui. Présentation Erlich Dorelas, production Ed Prod, réalisation Télébeltor pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. La couleur du temps pour ce aujourd'hui. Boston 49 degrés Fahrenheit, 9 degrés Celsius. À Jacmel 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir Roubard, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi, bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.